Donc, bonsoir à tous et à toutes. Je vous propose de commencer ce workshop. Donc, bienvenue dans ce webinaire qui a pour titre Les pompes à chaleur, un chauffage performant sous de multiples formes. Donc, je suis Lisa Magneux, je travaille au département presse de Test Achat, donc l'association des consommateurs belges, consommateurs et consommatrices belges. Donc, notre mission est d'informer et de défendre les consommateurs et consommatrices et de faire avancer leurs droits. Donc, je suis accompagnée ce soir de mon collègue Philippe Mercier, qui est notre expert énergie et qui va animer ce webinaire. Bonsoir. Euh, Bonsoir Philippe. Donc, cette séance s'inscrit dans une série de 5 webinaires dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Clear HP. HP étant, donc signifiant heat pump, c'est-à-dire pompe à chaleur en anglais. Chez Testacha, c'est vrai que nous recevons énormément de questions depuis plus d'un an sur le thème du chauffage avec une pompe à chaleur. Nous voulons vous informer au mieux sur ce thème. L'objectif de cette séance, c'est de vous permettre de vous familiariser avec la technologie de la pompe à chaleur, les différents systèmes qui existent, et vous aurez l'occasion d'écouter le témoignage d'une personne qui a passé le cap et qui en a installé une dans son habitation, et de poser vos questions dans la séance de questions-réponses qui clôturera ce webinaire. Donc voilà, Philippe, je te laisse prendre le relais et nous détailler un peu l'agenda et les modalités du fonctionnement. Pour ma part, je ne vous quitte pas, on se retrouve donc en fin de séance pour les questions-réponses. Donc, bon Merci beaucoup, webinaire Lisa. à tous. Donc, bonsoir à tous. En tout cas, on est très content d'avoir de l'engouement pour ce sujet. Comme Lisa le dit, effectivement, on reçoit énormément de questions et donc c'est souvent l'interrogation pompe à chaleur ou pas. Et donc, on a différents webinaires et le sujet de ce soir, effectivement, c'est de décrire plus les pompes à chaleur, leur fonctionnement et pourquoi c'est un chauffage performant. Cette séance, d'abord des petites règles pratiques. On veut que cette séance soit interactive, mais vous constatez tous que vous avez votre caméra coupée et votre micro coupé. C'est simplement parce qu'en fonction du nombre de participants, c'est très compliqué de laisser intervenir tout le monde avec son micro ou avec sa caméra. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est en haut de votre écran, vous avez différentes options. Hem, et donc, il y a une option avec un point d'interrogation qui s'appelle Q&A. Et donc, c'est pour question and answer. Et donc, si vous cliquez dessus, vous allez avoir un menu qui va s'ouvrir une fenêtre sur la droite de votre écran et qui vous permettra d'écrire vos commentaires et d'écrire vos questions tout au long de cette séance. Donc n'hésitez pas à les écrire au fur et à mesure pour être certain de ne pas les oublier, même si je réponds au fur et à mesure de la présentation à une partie de vos commentaires ou de vos questions, au moins vous êtes certain de ne, voilà, de ne pas les avoir hors de la tête quand on fera la séance de questions-réponses à la fin. Donc autre chose aussi, moi je vous demande de garder votre téléphone portable à côté de vous. Ça paraît peut-être surprenant, mais on a un petit quiz on vous proposera en début de séance et donc ça sera plus facile d'utiliser votre téléphone que de le faire sur un ordinateur, mais il y a de toute façon moyen de le faire sur votre ordinateur, donc pas de panique. Et donc comme disait Lisa, effectivement, on a une séance qui est pour tous les webinaires qu'on organise dans le cadre de ce projet en 2 parties. Donc, c'est de 19 h à 20 h 30 et on a 2 parties équilibrées qui ont le même timing. Une partie d'intervention, donc c'est celle que je suis en train de commencer maintenant avec vous, où on va avoir un témoignage à la fin et la deuxième partie, c'est vraiment dédié, aux questions-réponses. Alors dans mon intervention de la première moitié, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? D'abord, je vais vous donner un petit mot très court du projet européen Clear HP que Lisa mentionnait, parce que ça, c'est un peu le cadre dans lequel on a développé ces webinaires et toute une série d'autres actions en lien avec les pompes à chaleur. Ensuite, on va passer en revue très rapidement les types de systèmes de chauffage qu'on a en Belgique pour un peu voir qu'est-ce que vous avez chez vous, hein. Puisque le passage vers la pompe à chaleur, ça se fait en abandonnant ou en convertissant en partie un système de chauffage actuel. Ensuite, et c'est vraiment le cœur de ce webinaire, c'est de voir avec vous les types de pompes à chaleur qui existent et comment elles fonctionnent. Et alors, on va passer sur un des types de pompes à chaleur que nous avons testé en laboratoire et je partagerai avec vous certains de ces résultats, puisque nous avons un achat groupé de pompes à chaleur avec des installations collectives qui démarrent maintenant et donc qui concernent ces appareils qui ont été testés justement. Et comme le disait Lisa, on terminera cette séance par le témoignage de quelqu'un qui a déjà placé une pompe à chaleur dans son logement. Alors le projet Clear HP donc, se focalise sur les pompes à chaleur. On est 9 partenaires dans ce projet.
comme Lisa le mentionnait, on a eu beaucoup de questions. On sait depuis un bon moment qu'on doit, en tant qu'organisation d'information et de défense des droits des consommateurs, creuser ce sujet et on avait besoin de le faire de façon, sérieuse, structurée et avec aussi un relatif soutien et donc c'est pour ça qu'on a remis un projet, à la Commission européenne pour obtenir un financement avec 7 organisations de consommateurs et 2 autres partenaires que je vais détailler juste après. Donc c'est 2 000 000, un peu plus de 2 100 000 € de financement de ce projet, donc c'est à hauteur de 95 et donc ce projet a commencé en septembre 2023 et va se terminer en juin 2026 et là, on est vraiment dans la partie très, très active du projet en ce qui concerne les événements à destination donc de vous tous, hein, des consommateurs et consommatrices. Donc quand je disais qu'on avait 9 partenaires, donc on a 7 associations de consommateurs parce qu'il faut savoir que nous ne travaillons pas, de façon isolée. On est vraiment connectés avec, un nombre important de pays et notamment surtout en Europe et donc là, on avait mis en commun nos expériences, les questions qui nous parvenaient par rapport au chauffage et on constatait que beaucoup d'organisations de consommateurs en Europe étaient confrontées en fait aux mêmes défis, aux mêmes problèmes d'adresser des contenus corrects et de pouvoir répondre à vos questions et donc on s'est mis ensemble pour soumettre ce projet. Donc il s'agit du Portugal, de l'Espagne, de la Belgique, l'Italie, la Slovénie, la Bulgarie et la Slovaquie. Et alors on a 2 autres partenaires, donc un qui gère de façon générale le projet, donc c'est le BEUC, le Bureau européen des consommateurs et donc c'est une structure avec laquelle on travaille, enfin de tous les jours puisque le BEUC en fait relaye la voix de toutes les associations de consommateurs au niveau européen. Et alors un autre partenaire très important aussi qui est ICRT, qui est tout en bas de la liste, le International Consumer Research and Testing et alors grâce à cette institution, en fait, on peut mettre, en commun des moyens et des connaissances pour arriver à tester des produits ou des technologies tous ensemble, pour en apprendre plus et également couvrir un marché plus large et échanger nos connaissances. Et donc dans ce projet CLEAR, il y a, 6 grands domaines d'activité. Je ne vais pas tous les couvrir, mais le but, c'était de faire un point sur qu'est-ce qui circule comme information par rapport aux pompes à chaleur. Quelles sont les préoccupations et les questions les plus posées par, les citoyens des différents pays qui sont concernés? Et alors après, le but, c'était de vraiment pouvoir, développer les contenus d'information sur les pompes à chaleur, donner des informations beaucoup plus claires, donner les clés en main aux consommateurs pour qu'ils puissent, identifier dans quelle situation c'est pertinent de mettre une pompe à chaleur ou pas. Et alors on a également testé toute une série de produits et le but, c'est de faire des achats groupés pour pouvoir faciliter le passage à l'action quand quelqu'un a constaté que dans sa situation, il est possible de passer à la pompe à chaleur. Encore faut-il avoir une offre et l'installer avec un installateur fiable. C'est là qu'on a voulu vraiment fournir une solution clé en main dans ce projet, donc pour une partie des citoyens en Belgique, hein, parce que ça ne correspond pas à tous les profils, mais ça on le verra plus tard. Alors les types de systèmes de chauffage, c'est là que je vous mentionnais, l'interactivité, en tout cas qu'on voulait vous proposer un petit quiz et donc c'est là que je vous invite à aller donc, soit sur internet sur, slido.com et d'encoder la référence chiffrée qui s'affiche à l'écran ou alors vous prenez comme moi, c'est plus facile, c'est pour ça que je vous conseillais de garder votre téléphone à portée de main et là vous pouvez simplement scanner le QR code directement, encoder vos réponses. Je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui a proposé sa réponse. Comme ça, on va savoir avec quel type de système de chauffage vous vous chauffez chez vous. Que vous y ayez tous répondu. Oui, j'ai oublié de préciser ici, mais si vous avez plusieurs moyens de chauffage chez vous, ce qui serait le plus intéressant, c'est de proposer la réponse qui correspond au moyen de chauffage que vous utilisez le plus. Là, je vois que personne n'a encore une pompe à chaleur, semble-t-il, donc ça tombe bien, le séminaire est à propos.
Pour l'instant, pas mal de personnes qui se chauffent au mazout et ensuite le gaz, puis le chauffage électrique. Bon, je vois quelqu'un qui a également répondu, dans le Q&A gaz. Oui, donc voilà. On va poursuivre. En tout cas, je vois que là, on a 35 chaudière au mazout, 31 chaudière gaz. On a quand même 27 de personnes qui ont du chauffage électrique et puis ensuite, dans une moindre mesure, pellet au bois où il y a pompe à chaleur. Donc il y a quand même des personnes qui sont déjà passées en tout ou en partie à la pompe à chaleur. Alors, je le disais, les types de systèmes de chauffage, il y a 2 grandes catégories. En Belgique, on va avoir du chauffage central ou du chauffage qui n'est pas central. Et donc, on va avoir soit un chauffage, qui est alimenté par une chaudière, donc on l'espère à condensation, au gaz naturel, au propane, au mazout ou au pellet. Ou alors on va avoir une pompe à chaleur et là, c'est l'objet de ce soir, on va voir un petit peu les différences air-air, air-eau ou sol-eau. Et alors chauffage local, donc ça, c'est plus un chauffage qui est vraiment destiné à chauffer un local en particulier. Et donc là, on va avoir, les personnes qui viennent de répondre qu'elles se chauffent à l'électricité. Donc on va avoir soit un radiateur direct, qui fonctionne, à l'électricité sans système de pompe à chaleur, soit à accumulation, donc les fameux radiateurs qui, permettaient d'accumuler à moindre frais quand il y avait encore le tarif de nuit et de diffuser la chaleur dans l'habitation la journée avec un système qui permettait de rendre plus rapidement ou moins rapidement, la chaleur. Il y a aussi évidemment des inserts ou des poêles qui fonctionnent, au bois ou au pellet et des inserts gaz ou des convecteurs à gaz, donc ça existe encore dans toute une partie des logements en Belgique, même si aujourd'hui, la majorité des logements sont tout de même chauffés à l'aide d'un système de chauffage central. Alors justement, du coup, si on se focalise un peu sur le chauffage central, qu'est-ce qu'on a comme évolution dans la performance du chauffage central au niveau des chaudières? Donc on a eu des chaudières traditionnelles, il y en a encore beaucoup, c'est-à-dire qui ne sont pas à condensation, puis on est passé à la technologie de la condensation où ça permettait de récupérer une partie en fait de la chaleur qui était gaspillée dans les gaz brûlés, et donc là, avec une chaudière à condensation, on arrive à une performance de la chaudière qui est entre 90 et 100 hein. On est en dessous des 100 mais on a quand même un rendement qui est supérieur par rapport aux anciennes chaudières. Et là, au niveau des pompes à chaleur, comme on va aller, utiliser de la chaleur qui est présente dans l'environnement, on peut dépasser très, très largement les performances que je viens de vous annoncer avec une chaudière qui fonctionne avec un combustible qu'on doit brûler. Et donc là, on peut, osciller en fonction du type et des conditions d'utilisation entre 300 et 500. Donc c'est sûr que quand on parle de un peu en dessous de 100 et de 300 à 500, je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas un chiffre miracle, mais c'est sûr qu'on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur. Et donc c'est la raison principale, pour laquelle on parle tant des pompes à chaleur et pourquoi il y a un souhait généralisé que tout le monde passe à terme, abandonne un système de combustion, avec une énergie brûlée à un système de pompe à chaleur qui fonctionne du coup à l'électricité, mais qui a un niveau de performance qui est inégalé, Il n'y a aucune technologie de chauffage actuelle sur le marché qui atteint ce niveau de performance. Un autre grand avantage aussi des pompes à chaleur, c'est leur émission de CO2. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, donc toutes les barres, elles correspondent, au nombre de kilos de CO2 émis par an pour un équivalent de consommation de 1000 litres de mazout ou de 1000 mètres cubes de gaz. Et donc qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est sûr que la pompe à chaleur, là, elle est dans le bas de la pile, On est avec 3 fois moins d'émissions de CO2, pour cette quantité affichée, qui est environ de la moitié de ce qu'un ménage belge consomme par an, Un ménage belge consomme, l'équivalent de 1 700 litres de mazout, et avant c'était 2 300. Donc, on va dire que là, on est à deux fois plus loin de la vérité par rapport à la moyenne belge. Mais donc on voit que la pompe à chaleur, elle permet d'avoir des émissions de CO2 qui sont 3 fois inférieures par rapport à une chaudière au mazout, 2 fois inférieures par rapport à une chaudière, qui fonctionne au gaz naturel. Et donc bien sûr, ces émissions, on peut aussi les influencer à la baisse, dans le sens où l'électricité qui est produite et qui alimente la pompe à chaleur devrait à terme, on l'espère en tout cas, être produite de plus en plus, de façon, renouvelable ou en tout cas d'une manière, décarbonée, donc avec un impact de plus en plus faible
au niveau des émissions de CO2, ce qui permettrait encore de diminuer ce chiffre. Alors maintenant qu'on a vu qu'effectivement c'est la technologie qui est, la plus efficace et en plus en termes d'émissions, c'est celle qui est la plus avantageuse, on va voir ensemble quels sont les différents types de pompes à chaleur et comment elles fonctionnent. Alors, moi je vais vous détailler, les différentes appellations et donc les différentes technologies de pompes à chaleur et le principe physique qui explique qu'on arrive à des performances, que j'ai citées. En fait, ce principe physique est toujours le même, quel que soit le type de pompe à chaleur. Donc ça, je vais l'expliquer à la fin. Donc, on entend beaucoup, hein, de personnes qui nous demandent: «Oui, mais je comprends pas, air, air, sol, eau, air, eau, qu'est-ce que ça veut dire?» Bah, ce sont des différents types de pompes à chaleur et en fait, c'est très, très simple. Il y a toujours 2 mots. Donc, le premier mot, à quoi il a trait? En fait, il est lié à la source d'énergie dans l'environnement que la pompe à chaleur va utiliser. Donc si la pompe à chaleur va aller chercher l'énergie, par exemple, dans le sol, on va dire que c'est une pompe à chaleur sol. Et si ensuite elle va émettre la chaleur, donc la deuxième partie de l'appellation de la pompe à chaleur, si elle émet cette chaleur dans un circuit de radiateur ou dans un chauffage par le sol, donc alimenté par de l'eau, eh bien on va dire que c'est une pompe à chaleur sol-eau, par exemple. Et donc on a toutes les combinaisons possibles. Donc ici, on a principalement air et sol. Il y a aussi des pompes à chaleur qui vont chercher, l'eau dans une nappe phréatique ou dans les égouts ou dans un réseau de chaleur. Mais donc ça, ce sont des sources qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elles sont en général, prévues pour des très, très grands projets, et donc c'est pas vraiment adapté en fait à des logements ou à du résidentiel, pour les habitations de monsieur, madame, tout le monde. Donc on va vraiment aborder ce qui est, réellement disponible pour ce type d'habitation. Donc on a les pompes à chaleur qui vont chercher, les calories et la chaleur dans l'air extérieur ou dans le sol, et alors après on va émettre cette chaleur soit sous forme d'air chaud dans le logement, soit sous forme d'eau chaude et alors là on va avoir un réseau de radiateurs, du chauffage par le sol ou une combinaison des 2. Donc on va détailler chaque type, donc le RR. Qu'est-ce qu'on a dans ce système de pompe à chaleur RR? On a une unité extérieure et donc en fait, ça c'est la partie qui permet, de capter, en fait, la chaleur dans l'air extérieur et puis après on va distribuer, donc deuxième mot, air, on va distribuer cette chaleur sous forme d'air qui est soufflé dans l'habitation et donc ça, c'est avec des unités intérieures. Elles peuvent être soit murales, soit au sol. On va voir des photos comme ça sera plus clair et donc c'est souvent ce que les gens connaissent sous le vocabulaire air conditionné. Et effectivement, c'est ça, hein, c'est ce que vous voyez dans les hôtels ou même dans votre voiture. Si vous avez un air conditionné, ben, en fait, c'est une pompe à chaleur, air et donc ça peut chauffer, mais ça peut aussi refroidir et alors l'idéal, puisqu'on voyait qu'on avait pas mal de personnes, en tout cas en live aujourd'hui, qui se chauffent à l'électricité eh bien, c'est idéal pour remplacer le chauffage électrique direct ou, en chauffage d'appoint, par exemple, pendant l'intersaison, pour des personnes qui auraient du chauffage central. Alors, le schéma de principe, c'est quoi? On a l'unité extérieure que je mentionnais, donc avec un dispositif de ventilation, hein, qui va favoriser la circulation de l'air pour permettre de récupérer les calories et donc la chaleur dans l'air extérieur. Et après, on va ramener, avec le processus de fonctionnement de la pompe à chaleur que je verrai plus tard, sous forme de chaleur, cette chaleur à l'intérieur et donc ça sera sous forme d'air soufflé et donc là, on voit une photo d'une unité extérieure et les unités intérieures, on peut avoir une unité qui ressemble plus à un radiateur, c'est comme un ventiloconvecteur en fait, c'est ce qu'on appelle les unités un peu sol, et donc ça c'est ce que vous voyez sur la photo et l'autre unité que tout le monde connaît, ce sont les unités murales qui sont vraiment très identifiées, à l'air conditionné, hein, mais là c'est plus pour le froid qu'on la connaît, mais ça peut aussi faire du chaud. Alors la pompe à chaleur RO, donc là c'est un peu le même principe, on va avoir une unité extérieure
qui va aller chercher du coup la chaleur dans l'air extérieur. Et puis après, on va avoir une unité intérieure qui va permettre de redistribuer dans un circuit d'eau la chaleur à l'intérieur de l'habitation, soit via des radiateurs, soit via un chauffage par le sol, soit via une combinaison des deux. Donc là, on peut aussi chauffer et refroidir. Et ici, une particularité, on peut aussi produire de l'eau chaude sanitaire, donc pour les salles de bain et pour la cuisine. Alors pour les unités extérieures, il y a quand même une particularité ici, c'est que on peut avoir du monobloc ou du split. Alors là, j'espère que je ne vais pas vous perdre, mais en fait, la seule distinction, c'est que dans les monoblocs, en fait, tout le système de la pompe à chaleur se trouve dans l'unité extérieure. Et après, on a juste des conduites avec de l'eau qui du coup sera réchauffée à la température qui est censée être envoyée dans le logement. Donc ça sera connecté vers l'intérieur. Et le split, là, on va avoir une partie extérieure et puis le mécanisme final de la pompe à chaleur qui permettra donc d'augmenter la température du fluide qui circule dans ce circuit se trouve à l'intérieur. Donc on a vraiment une unité extérieure, une unité intérieure. Le monobloc, on va avoir tout à l'extérieur et éventuellement un ballon à l'intérieur. Donc là, pour que ça soit plus parlant, là, je vous remontre sous forme d'image l'unité extérieure, donc l'air chaud ou en tout cas la chaleur qui sera prélevée dans l'air extérieur. Ensuite, on amène ça vers une unité interne, si c'est un modèle split, pas monobloc, sinon tout est à l'extérieur. Et on diffuse donc sous forme d'eau chaude la chaleur dans l'habitation, soit par un radiateur, soit par un chauffage par le sol, soit une combinaison des deux. Et donc, comme je le disais, on peut aussi faire de l'eau chaude sanitaire. Alors, de toute façon, même parfois quand on a un système monobloc, il faut savoir que une pompe à chaleur, elle ne fonctionne bien que quand elle fonctionne pendant une durée suffisante. Si on l'allume et on l'éteint tout le temps, en fait, la performance diminue très fort et elle n'est pas confortable avec un fonctionnement très intermittent. Et donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va quand même devoir avoir très souvent un ballon tampon pour une pompe à chaleur RO. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran ici sur la photo. Donc, ça ressemble à l'encombrement d'un très grand frigo, d'un très grand congélateur de cave, par exemple. Et donc, le but, c'est de pouvoir, en hiver, faire fonctionner donc, le système complet de la pompe à chaleur et accumuler, en fait, au fur et à mesure, la chaleur prélevée de l'extérieur dans un ballon rempli d'eau qui permettra du coup d'activer le chauffage et d'aller directement chercher la chaleur accumulée dans ce ballon. Et ça permettra à la pompe à chaleur de fonctionner pendant plusieurs heures d'affilée, plutôt que de devoir fonctionner en intermittence, allumé, éteint, ce qui n'est vraiment pas bon, ni pour son fonctionnement, ni pour la performance. Alors sol haut, là, en fait, on n'a pas d'unité extérieure. On va aller capter la partie extérieure, en fait, ce sont des forages, hein, donc c'est un réseau, en fait, de canalisation qui va aller circuler dans le sous-sol et qui va permettre de récupérer la chaleur du sous-sol. Alors on a 2 solutions, soit on fait des forages verticaux, donc qui vont en général 15 à 60 mètres dans le résidentiel, ou alors horizontaux, mais là par contre, comme c'est à faible profondeur, il faut avoir une surface plus importante. Donc pour une maison moyenne 4 façades, on va dire, on va être à 200-250 m² de surface nécessaire, à environ un peu plus de 5 mètres de profondeur dans le sol. Donc il faut quand même avoir un terrain d'une certaine taille pour pouvoir, alimenter suffisamment, un logement des tailles que l'on connaît aujourd'hui. Donc là, ça va être plus compliqué. Les forages verticaux, très souvent, il faut un permis pour pouvoir, les effectuer et il faut pouvoir amener sur le terrain, évidemment, une machine qui permet de faire des forages, de 15 à 60 mètres. Donc ça n'est pas à la portée de toutes les habitations, bien sûr et donc ça a des coûts non négligeables, hein. C'est le type de pompe à chaleur qui est le plus cher, en fait, sur le marché. Et donc, à côté de ces forages, on va avoir, même principe, toujours une unité intérieure qui va venir récupérer ce qui est apporté de l'extérieur, améliorer le niveau de température et pouvoir diffuser la température dans le logement. Deuxième mot de nouveau, eau, donc dans un circuit d'eau, et donc ce sera avec radiateur, chauffage par le sol ou de nouveau une combinaison des deux. Alors, un avantage de la pompe à chaleur sol-eau, c'est qu'on peut faire donc du chauffage, mais on peut aussi faire du refroidissement, mais on peut faire du refroidissement passif. Alors ça veut dire quoi passif? Ça veut dire que l'air conditionné, par exemple la pompe à chaleur RR, quand on veut du froid, on va devoir l'activer et donc le fonctionnement complet de la pompe à chaleur va être mis en place et donc ça va engendrer des consommations électriques
quand même significative. Ici, étant donné les températures du sol, on va voir ça juste après sur un graphique, qui sont relativement stables, ça va permettre de faire du refroidissement simplement en faisant circuler en fait le fluide dans le circuit extérieur et le ramener vers l'intérieur. On ne va pas devoir faire fonctionner la pompe à chaleur en été du moins, par opposition à l'hiver où là il faudra le faire pour avoir effectivement du chauffage. Et alors de nouveau ici on peut produire de l'eau chaude sanitaire si on le souhaite avec ce type d'équipement. Alors ça, c'est une représentation pour expliciter ce que je vous mentionnais, quand on veut capter la chaleur par un réseau donc en sous-sol, donc on est bien dans une pompe à chaleur sol-eau, mais à faible profondeur et donc on va être sur un réseau qui est à l'horizontale, par opposition aux forages verticaux, donc de 15 à 60 mètres, où là on va vraiment avoir des sondes à un endroit et donc on travaille sur la profondeur et pas sur la surface. Et alors ce que je vous disais par rapport au refroidissement passif, ou en tout cas par rapport à l'intérêt d'utiliser une pompe à chaleur sol-eau avec des forages verticaux qui vont très en profondeur, c'est le fait que la température du sol, elle varie d'autant moins que, on est à une profondeur qui est supérieure à 10 ou 15 mètres. Donc là, ce que vous voyez sur le graphique ici, c'est que quand on est dans les premiers mètres de sous-sol, on va avoir des températures du sous-sol qui vont, varier de 5 degrés en hiver, jusqu'à 15-16 degrés en plein été. Si maintenant on va chercher la chaleur grâce à une pompe à chaleur sol-eau à une profondeur qui dépasse les 10 mètres, vous voyez que toutes les lignes se recoupent et en fait là, on a une température, du sous-sol qui est constante toute l'année et à environ 10 degrés. Et donc ça va permettre de récupérer donc une source de 10 degrés pour pouvoir produire du chauffage, en hiver et de faire du refroidissement passif puisque si on ramène un fluide à 10 degrés ou 12 degrés le temps qu'il arrive dans l'habitation, beh, c'est certain que ça sera un niveau de température qui sera suffisant, pour pouvoir refroidir, directement l'habitation sans devoir passer par des consommations liées au fonctionnement de la pompe à chaleur. Et donc là, avec ce type de système de refroidissement passif, on peut espérer diminuer de 2 à 4 degrés environ, sans utiliser le mécanisme de la pompe à chaleur. On peut perdre 2 à 4 degrés dans un logement, en plein été. Et alors un dernier type, alors là, on n'a plus vraiment la nomenclature que j'expliquais avec RR, RO, sol-eau. C'est en fait, des systèmes hybrides et donc dans ce système hybride, là, on va avoir une combinaison d'une petite pompe à chaleur, RO, donc on va avoir cette unité extérieure, on va avoir une unité intérieure qui va diffuser donc la chaleur dans un réseau d'eau, mais on va aussi avoir une chaudière classique, une chaudière, au gaz par exemple et donc il y aura une combinaison des 2. Et donc ça permettra d'alimenter donc l'habitation de nouveau par un réseau de radiateurs de chauffage par le sol ou une combinaison des 2. Par contre, cette, solution mélangée ne permet que de faire du chauffage, pas de refroidissement. Et on peut aussi produire de l'eau chaude sanitaire donc avec, ce type de système. Par contre, nous, on la considère comme une étape, comme une technologie qui est idéale comme étape intermédiaire si, comme c'est le cas en Belgique, la majorité des logements sont insuffisamment isolés et donc c'est assez compliqué pour pouvoir passer une pompe à chaleur et quand on doit remplacer sa chaudière, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien ça, mettre un système hybride, c'est vraiment une solution qui est vraiment très intéressante parce que ça permettra d'utiliser au cœur de l'hiver, la solution classique pour avoir suffisamment de puissance et suffisamment de chauffage et en automne et au printemps, quand les températures extérieures ne sont pas trop basses, ça permettra, à la pompe à chaleur avec un rendement excellent, de pouvoir fournir suffisamment de chaleur dans le logement et donc ça permettra également de réduire la période pendant laquelle on va utiliser, la chaudière gaz. Donc là, c'est un petit schéma qui permet de voir, hein, donc ce que je vous disais, donc comme on a une pompe à chaleur RO combinée à une chaudière classique, ben, on va avoir une unité extérieure et à l'intérieur, on va avoir la chaudière combinée à la pompe à chaleur qui toujours sera raccordée à un réseau de radiateurs chauffage par le sol ou les 2. Et alors une autre solution aussi, qui est assez intéressante, c'est de combiner en fait 2 systèmes qui sont complètement séparés. Donc c'est-à-dire vous avez une habitation qui est assez mal isolée, mais vous comptez quand même l'isoler dans les 10 ans à venir. Hem
vous avez une chaudière de chauffage centrale et vous passez en fait une pompe à chaleur air-air qui est complètement indépendante de votre système de chauffage central actuel. Et qu'est-ce que ça vous permet? Ça vous permet de n'utiliser le chauffage central classique que vous avez déjà que pendant les mois d'hiver pleins, donc le moment où vraiment il fait très froid, ou en tout cas il fait en dessous de 5-6 degrés. À ce moment-là, vous utilisez la chaudière et tout le reste de l'intersaison ou de l'hiver où les températures ne sont pas trop basses, vous pouvez utiliser du coup la pompe à chaleur qui du coup est très réactive, ça chauffe très vite, beaucoup plus vite qu'un chauffage central et donc vous pouvez utiliser ça dans les pièces qui sont finalement les seules pièces que vous chaufferiez à cette saison-là, c'est-à-dire, le salon, la salle à manger, la cuisine par exemple. Alors qu'à ce moment-là, l'étage, les chambres ou d'autres pièces qui ont d'autres affectations ne sont pas vraiment en besoin de chauffage. Alors comme je vous le disais, donc, au début on a vu donc les différents types de pompes à chaleur, mais leur principe de fonctionnement, est enfin c'est le même en fait, c'est de la thermodynamique, c'est-à-dire qu'on va jouer sur la physique. Donc je vous annonçais des rendements de 300, 400, 500. Donc je ne suis pas magicien, hein, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller pomper de la chaleur à l'extérieur et la restituer à l'intérieur. Alors il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, qui nous disent: «Mais comment c'est possible? Si on installe une pompe à chaleur et on veut chauffer, il fait 5 degrés dehors, comment est-ce qu'on va pouvoir récupérer de la chaleur à l'extérieur alors qu'il fait 5 degrés et à l'intérieur, on veut chauffer à 20 degrés. Ça paraît complètement impossible et en fait, on utilise simplement en fait, des lois de la physique et on va utiliser la pression en fait. Donc sur la gauche, vous voyez, la partie en bleu et donc ça, ce sont vraiment, les capteurs extérieurs. Donc c'est-à-dire, soit l'air, soit l'eau, soit le sol, donc là on a parlé surtout de l'air et du sol. Et alors à droite, on va avoir l'émission de chaleur, donc radiateur, plancher chauffant ou alors ventiloconvecteur si on est dans le cas des airs conditionnés, donc des pompes à chaleur air-air. Et qu'est-ce qu'on fait en fait? On a ce circuit bleu qui va aller chercher, la température extérieure, donc par exemple 5 degrés, hein, et puis on va le passer dans un compresseur. Et donc on va le monter à une pression suffisante que pour pouvoir créer un échauffement. Donc la température, comme on augmente la pression, la température va augmenter et donc à ce moment-là, elle va pouvoir être libérée dans le logement et à la fin du circuit, quand on va ressortir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la pression et donc on va remettre le fluide qui passe dans ce circuit à la même pression que ce qu'il n'était quand il était avant de rentrer dans le compresseur. Donc à ce moment-là, forcément, s'il est rentré à 5 degrés, qu'on a augmenté drastiquement la pression pour pouvoir en extraire de la chaleur dans le logement, quand on ôte cette pression à nouveau, beh, ce liquide n'est plus à 5 degrés, hein, il a baissé en température de façon importante puisqu'on a évacué de la chaleur dans le logement. Et donc, comme on est largement en dessous des 5 degrés, si on expose ce circuit à l'air extérieur ou au sol, par exemple, eh bien l'air ou le sol, beh, sera plus chaud que, le liquide qui circule. Donc il va pouvoir ainsi capter à nouveau de la chaleur, puis on va le recomprimer et on recommence ce cycle, de façon répétée. Donc c'est aussi ce qui explique qu'on a besoin d'un certain temps, parce qu'il faut accumuler cette chaleur, qu'il faut chaque fois aller récupérer à l'extérieur et donc c'est pour ça que c'est important de faire de nouveau fonctionner ces pompes à chaleur, sur des durées relativement longues et pas sur des allumages-extinctions permanents. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, finalement, si vous vous retrouvez face à une étiquette énergétique ou une documentation d'une pompe à chaleur, vous allez dans une foire par exemple, et donc on vous donne, différentes documentations et donc comment vous allez pouvoir voir maintenant que vous savez air-air, air-eau, sol-eau, voilà, vous avez décidé, quelle technologie vous voulez avoir, comment vous allez pouvoir comparer les différents appareils entre eux et vérifier s'ils sont aussi performants l'un que l'autre? Alors là, il y a 4 éléments, donc il y en a 2 qui concernent le chauffage et 2 qui concernent le refroidissement. Et donc là, pour le chauffage, on a le COP et le SCOP. Alors, c'est pas ça a l'air compliqué, mais c'est pas compliqué. Donc le COP, c'est le coefficient de performance. Donc ça va faire le rapport entre la quantité de chaleur que vous donnez grâce à votre pompe à chaleur dans votre logement, par rapport à ce que la pompe à chaleur a vraiment consommé comme électricité. Donc, si donc vous captez par exemple 3 kilowatts, 3 kWh dans l'environnement extérieur et que vous consommez 1 kWh d'électricité pour faire fonctionner votre pompe à chaleur, donc vous aurez 1 plus 3, ça fait 4.
vos 4 vont être diffusés à l'intérieur de l'habitation et vous n'aurez consommé que 1. Donc vous aurez un COP de 4. Après, le seul désavantage de ce coefficient de performance, c'est qu'il est lié à la température par exemple, de l'air extérieur dans lequel vous allez prélever la chaleur. Et il est aussi lié à la température que vous allez utiliser pour diffuser votre chaleur dans votre logement. Et donc à ce moment-là, comme l'air extérieur, la température varie tout au long de l'année, ça va être compliqué de vraiment pouvoir comparer deux appareils avec juste un COP. Donc ce qu'on recommande toujours d'utiliser comme point de comparaison, c'est le SCOP. Alors qu'est-ce que c'est le SCOP? C'est simplement en fait la performance de la pompe à chaleur, mais qui a été calculée en fonction du climat de la zone dans laquelle vous vivez. Donc, ils vont faire une moyenne de toutes les températures pendant la période de chauffage et des performances de l'appareil à chacune de ces températures tout au long de l'année. Et en fait, on va avoir une performance globale sur toute la saison qui est concernée. Donc là, c'est beaucoup plus facile de prendre le SCOP d'un appareil, de prendre le SCOP de l'autre appareil, et si on les compare, on est certain de ne pas se tromper. De la même façon, pour le refroidissement, parce que la pompe à chaleur peut aussi vous attirer parce que vous voulez équiper votre logement plutôt pour le refroidir que pour le chauffer. Et donc là, on a le même type de principe. On a le EER qui est le Energy Efficiency Ratio. Et donc là, c'est la même chose. C'est la quantité de froid que vous arrivez à mettre dans votre logement par rapport à la quantité d'électricité qui est consommée par la pompe à chaleur. Mais de nouveau, ce sera tributaire de la température extérieure et de la température intérieure. Et donc, si vous voulez pouvoir comparer deux appareils, vous prendrez préférablement le SER, donc le facteur de performance saisonnier pour la production de froid. Alors maintenant que je vous ai donné ces termes SCOP, SEER pour le refroidissement, je vous montre ça sur l'étiquette énergétique. C'est beaucoup plus facile puisque là, c'est mentionné de façon très claire. Donc ici, on a un appareil, une pompe à chaleur en l'occurrence. Qu'est-ce que vous allez pouvoir lire sur cette étiquette? Vous allez à gauche avec le petit ventilateur et les petites vagues, les flèches bleues. Là, on est dans la partie froide. Et donc, vous allez avoir en dessous, vous voyez la puissance de l'appareil, donc 6,8 kW, et vous voyez le SEER de 8,5. Et vous avez le niveau d'étiquette énergétique, A+++ en l'occurrence. Et puis la partie droite, là, vous avez le SCOP en mode chauffage, donc la petite hélice et les symboles de diffusion rouges. Et par contre, là, vous avez plusieurs chiffres. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais, il y a des climats qui sont différents. Donc des climats qui sont plutôt froids, donc c'est la partie de la carte de l'Europe que vous voyez en bleu. Nous, en Belgique, on est dans la zone verte, donc c'est-à-dire un climat intermédiaire. Et puis des climats qui sont plus chauds, comme en Espagne, Portugal ou le sud de l'Italie, par exemple. Eh bien là, on va être dans la zone orange. Et donc vous regardez dans la zone qui vous concerne, ici c'est la zone verte. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Cet appareil-ci propose donc un SCOP de 4,6. Donc ça veut dire que par rapport à du chauffage électrique direct, pour ceux qui en sont équipés, si vous remplacez ce type de chauffage et que la puissance correspond bien sûr, par ce type d'appareil, vous allez pouvoir apporter la même quantité de chaleur en consommant 4,6 fois moins. D'où les fameux rendements que je vous annonçais. Alors je l'ai dit un petit peu ça et là, au fur et à mesure de mon parcours dans cet exposé, les pompes à chaleur, il y a des paramètres qui vont vraiment influencer leurs prestations. D'abord, la température de la source d'énergie dans l'environnement. Donc plus il fait froid dehors, c'est sûr, plus la consommation d'énergie augmente parce qu'on pourra récupérer moins de chaleur à l'extérieur. Le moyen de diffusion de la chaleur. Donc plus la température que vous voulez envoyer dans votre logement ou qui est nécessaire pour réchauffer votre logement est élevée, eh bien plus ça va susciter le fonctionnement de la pompe à chaleur et donc sa consommation, et donc la performance va chuter. C'est pour ça qu'on ne recommande pas le placement d'une pompe à chaleur dans un bâtiment qui est très très mal ou trop peu isolé, parce que sur ce point-là, on va perdre énormément en performance. Dernier point, enfin, la puissance de fonctionnement. Donc, plus une pompe à chaleur fonctionne à une puissance intermédiaire par rapport à sa puissance maximale,
plus elle fonctionnera dans des bonnes conditions et elle aura une bonne performance. Donc je vais faire un parallèle avec une voiture. Si vous avez une énorme voiture avec une très grosse cylindrée et vous roulez dans une ville avec des carrefours, avec des feux rouges, des feux verts partout et la vitesse maximale qui est à 30 km/h, c'est certain, vous allez consommer du 10 ou du 15 litres au 100. Si, pour le même usage, vous prenez une voiture beaucoup plus petite, avec une cylindrée de 1 litre par exemple ou de moins d'1 litre, c'est certain que la puissance, la dimension de ce moteur sera beaucoup plus adaptée à l'usage que vous en faites et vous allez pouvoir consommer beaucoup moins. C'est le même parallèle en fait. Il faut vraiment ajuster la taille et la puissance de la pompe à chaleur par rapport à ce que vous allez lui demander de faire. Il ne faut pas qu'elle soit trop petite, sinon elle va fonctionner en permanence et à sa puissance maximale, et il ne faut pas qu'elle soit trop grande. Et par rapport à ça aussi, un dernier mot sur la puissance. Quand on a des bâtiments qui ne sont pas suffisamment isolés, placer une pompe à chaleur avant d'isoler, c'est aussi une mauvaise chose par rapport à ça. Parce que pour pouvoir fournir suffisamment de chaleur, le temps que vous isoliez votre habitation, vous allez devoir prendre inévitablement une pompe à chaleur qui sera de puissance trop élevée, par rapport à la future isolation que vous allez placer. Et donc, ça veut dire que quand vous aurez isolé votre logement, la puissance sera beaucoup trop élevée et votre pompe à chaleur va fonctionner à un niveau qui est pas du tout efficace et vous n'allez pas profiter de ses performances. Deuxième aspect aussi, la puissance de la pompe à chaleur, plus une pompe à chaleur est puissante, plus elle coûte cher. Et il y a vraiment un lien direct, dans le monde des pompes à chaleur entre leur puissance et leur coût, ce qui n'est pas le cas pour les chaudières. Et donc, c'est vrai qu'en tant que citoyen lambda, les citoyens n'ont pas l'habitude d'être confrontés à ça. Une chaudière gaz, on va la prendre en 25 kilowatts ou on va la prendre en 40 kilowatts, il y aura quasiment pas de différence sur le prix. Si on prend une pompe à chaleur et on prend le double de la puissance, on va vraiment avoir, un impact très, très important sur le prix. Donc c'est ce qui explique ce qu'on a testé. Donc, nous, face à ces constats que je vous explique, on sait que la technologie RO, c'est vraiment la technologie qui peut remplacer les chaudières dans la plupart des maisons, en Belgique pour, faire fonctionner correctement le chauffage central, mais l'isolation reste la priorité absolue. Donc c'est un investissement trop important par rapport au coût actuel du chauffage. Et donc, c'est mieux de s'abstenir, de réserver son budget pour isoler son logement d'abord, ou alors, si on n'a pas le choix parce que la chaudière est en train de rendre l'âme, de passer à un système hybride, mais de compléter l'isolation dans les 15 ans, puisque ces 15 ans, c'est la durée de vie moyenne qu'on estime d'un système de chauffage, ou en tout cas d'une chaudière ou d'une chaudière hybride. Et alors, autre chose aussi, si on a une performance de pompe à chaleur qui est très mauvaise parce qu'on la place alors que le bâtiment n'est pas isolé, on va avoir un autre problème, c'est que l'électricité étant nettement plus chère que le gaz ou le mazout, si on ne consomme pas drastiquement moins grâce à une très, très bonne performance de la pompe à chaleur, en fait, on va se retrouver avec des factures qui seront inchangées, voire qui seront plus chères. Donc c'est pas du tout l'objectif, évidemment. Donc nous, on s'est dit dans ce projet, on va essayer d'accompagner le plus de personnes et de faciliter l'installation de pompes à chaleur qui ont du sens aujourd'hui et qui sont rentables. Et donc on a choisi la technologie RR. On se focalise pour ça sur les logements qui ont déjà du chauffage électrique, parce qu'ils sont déjà suffisamment isolés et parce qu'on n'a pas ce problème de différence de prix entre l'électricité, le gaz ou le mazout. Et également parce qu'une technologie RR est suffisamment, elle est vraiment adaptée et elle permettra d'apporter suffisamment de chaleur dans ces logements. Et alors, on peut éventuellement considérer d'utiliser de la technologie RR, comme ce que je mentionnais avant, dans des habitations qui ont du chauffage central, mais alors de façon complètement séparée. Et donc, c'est utilisé pendant l'intersaison et ça permettrait, à terme, peut-être de n'utiliser que ce système le jour où l'habitation sera suffisamment isolée. Alors, résultat de tests en laboratoire. Donc, qu'est-ce qu'on a testé? Des pompes à chaleur RR. On a testé 14 modèles. Donc, il y a une unité extérieure, une unité intérieure, hein, c'est ce que je vous expliquais, c'est comme ça que ça fonctionne, ce type de technologie. Qu'est-ce qu'on a regardé? On a regardé l'efficacité du chauffage, donc SCOP et COP. On a regardé également le refroidissement avec le EER et le SEER. On a regardé également certains critères qui sont importants pour les citoyens, donc c'est-à-dire la capacité à refroidir rapidement une pièce qui est très très surchauffée.
On a regardé également le débit d'air, l'homogénéité de la température, donc c'est-à-dire, parce que ça c'est souvent une plainte qu'on entend au niveau des systèmes RR, hein, c'est de se dire oui mais est-ce que avec le flux d'air froid ou le flux d'air chaud qui va arriver peut-être sur moi dans ma pièce, est-ce que ça va être confortable? Et alors autre chose qu'on a testé aussi, le bruit, parce que ça, à partir du moment où on a des ventilateurs et des systèmes qui brassent de l'air, ça peut potentiellement créer du bruit, donc il y a certaines personnes qui sont sensibles à ça et donc c'est important de le prendre en compte. Autre chose aussi qu'on a regardé, la consommation de veille, hein, donc comme, tous les appareils électroniques, quand vous les éteignez, en fait, certains d'entre eux continuent quand même à consommer un petit peu et donc ça, on a également analysé. Alors là, ce sont tous des graphiques, je ne vais pas du tout vous effrayer, hein, mais c'est juste pour vous montrer, à quel point, un même type d'appareil peut montrer des résultats qui sont assez différents. Donc là, c'est toujours du chauffage RR et là, on est dans une efficacité de chauffage des différents appareils et on regarde à -7 degrés, -5 degrés, 0 degrés, 5 degrés, 10 degrés, et puis après on s'arrête à 12 degrés parce qu'au-delà d'une certaine température, en général, on ne chauffe plus dans les logements et on demande une température intérieure de 20 degrés. Donc qu'est-ce qu'on voit? Ça veut dire à -7 degrés, on a des COP, hein, comme je vous disais, de un peu plus que 2, et puis certains appareils arrivent presque jusque 4. Et puis quand on arrive à 5-7 degrés de température extérieure, on a des appareils qui ont un COP de 3, voire un COP de 6. Donc, là, on est à du 600 hein, donc c'est-à-dire que vous consommez 1 kWh et au total, vous en fournissez 6 en chauffage. Donc c'est quand même assez remarquable comme performance. Et alors pourquoi est-ce qu'on a finalement des différences entre les appareils à des températures très basses ou à des températures très hautes où on voit que les appareils ne se comportent pas tous de la même façon? Alors, il faut savoir que quand on quand on comprime, hein, le fameux fluide dont je parlais là, puis il finit par sortir et alors on relâche la pression et la température chute drastiquement. Quand il gèle déjà dehors, eh bien, en fait, ce fameux fluide qui circule, eh bien, qu'est-ce qu'il va provoquer? Il va provoquer, en fait, du givre de façon importante sur l'unité extérieure et au bout d'un certain temps, c'est comme dans un frigo, ça va poser problème, ça va limiter le bon échange et le bon fonctionnement de l'appareil et donc l'appareil est prévu pour se dégivrer automatiquement et la façon dont il va gérer ce dégivrage, eh bien, il y a des façons de gérer performantes et d'autres qui sont moins performantes. C'est ce qui explique qu'on a des COP qui sont quand même encore fort différents à des températures aussi négatives. Et alors l'autre partie, vers 7 degrés, là où on a des appareils où la performance augmente encore et puis des appareils où les performances chutent, eh bien, c'est simplement parce que comme, la température extérieure a augmenté, eh bien, il y a certains appareils qui vont avoir tendance à fonctionner en s'allumant, en s'éteignant, en s'allumant, en s'éteignant et d'autres qui vont fonctionner à un régime de fonctionnement plus bas. Ils vont s'adapter pour pouvoir fonctionner toujours une durée minimale pour que l'appareil fonctionne dans des bonnes conditions. Et donc ces appareils-là ont un rendement qui continue à monter et les autres ont un rendement qui finit par chuter parce qu'ils, voilà, ils subissent finalement ce système de régulation qui n'est pas efficace. Pourquoi je vous montre tout ça? Parce que c'est ça qui permet de comprendre que même si on regarde un SCOP sur une fiche technique, ça a toujours un intérêt d'avoir un appareil testé avec des chiffres en laboratoire pour pouvoir distinguer quel est finalement le meilleur appareil du moins bon, parce que ça fait quand même une grosse différence. Et là, on a le même type de graphique où on voit quand même qu'on a des grandes différences, hein, d'efficacité quand, on fait du froid, donc là, c'est pour le refroidissement. On a effectivement des COP quand on a des températures où il fait 30-35 degrés, où on peut imaginer qu'on enclenche un système de refroidissement et là, on voit des efficacités de refroidissement qui sont de l'ordre de 6, de 4 jusqu'à 6 ou à 35 degrés, de 2 jusqu'à 5. Donc même quand on fait de la climatisation, donc quand on fait du froid, on a quand même, une efficacité qui est très conséquente, hein, comme ce qu'on avait abordé pour le mode chauffage. Alors là, je terminerai par là pour les résultats de laboratoire avant de passer au témoignage de la personne qui a installé une pompe à chaleur chez elle. On a eu beaucoup de demandes de personnes qui disaient: «C'est intéressant les pompes à chaleur, mais à partir du moment où je dois avoir une unité extérieure, moi ça me pose problème. Pour X ou Y raison, ou notamment dans les immeubles à appartements, beh, c'est sûr que c'est
c'est vraiment une contrainte. Il y a aussi beaucoup de personnes qui nous ont contactés pendant la crise des prix de l'énergie en disant: «Je suis dans un immeuble, j'ai des accumulateurs électriques, j'ai des factures vraiment, très, très importantes. J'aimerais bien mettre une pompe à chaleur, mais la copropriété refuse qu'on puisse mettre des unités extérieures sur les balcons» ou ce genre de choses. Et donc on a vu, depuis plusieurs années, hein, des pompes à chaleur RR qui existent et qui sont en une pièce et ça se met à l'intérieur comme une sorte de radiateur, hein. Je vais vous montrer, donc ça ressemble à ça. Et comme tout est intégré dans la partie intérieure, il suffit de percer en fait 2 orifices à travers la façade. Ce sont les 2 petites grilles que vous voyez sur l'image de droite en dessous de la fenêtre, pour pouvoir évidemment aspirer l'air extérieur et le rejeter. Une fois qu'on a récupéré soit la chaleur, soit qu'on a récupéré le froid en fonction du fait qu'on fait du chauffage ou du refroidissement. Et alors on s'est dit: «Beh, ça serait une bonne solution pour, les personnes qui ne peuvent pas mettre d'unité extérieure». Et on s'est dit: «On va quand même comparer ça par rapport aux appareils qui ont une unité extérieure, pour voir s'il y a vraiment une différence, si c'est tout aussi performant ou moins performant ou entre les 2. Et donc là, c'est pour le chauffage, ce que vous voyez à l'écran et donc ce qu'on voit quand même, c'est qu'on est globalement dans des appareils qui sont moins performants, surtout à des températures qui sont inférieures à 6-7 degrés. Et puis après, en fonction de la façon dont fonctionne l'appareil, on va avoir, des performances qui soit sont très bonnes, soit sont moyennes. Donc on a quand même un intérêt à placer quelque chose avec une unité extérieure, si c'est possible. Mais on voit quand même qu'on a des COP, même à des températures de 2 degrés, qui font 2 ou qui montent jusqu'à, 3 quand on est à 8 degrés de température extérieure. Et donc par rapport à des personnes qui se chauffent à l'électricité, un radiateur électrique, le COP, il y en a pas, enfin il y a pas de performance, c'est 1. Donc on voit quand même qu'on a une sérieuse amélioration, mais si on a l'occasion de mettre un système avec une unité extérieure, la performance sera toujours meilleure. Et alors au niveau du froid, on constate aussi la même chose, même avec des résultats un petit peu moins bons. Et donc ça, c'est lié au fait que la partie où on met la pression sur le fluide et où on va le chauffer, en fait, elle se trouve à l'intérieur. Et donc quand on essaie de faire du refroidissement avec ce type d'appareil, malheureusement, la partie où il y a cette chaleur produite qui doit être évacuée, elle se trouve dans l'appareil qui est censé en même temps refroidir à l'intérieur. Et donc ça, c'est une des limites, hein, de ce type de solution. Et donc on voit que les performances de chauffage sont quand même un peu meilleures par rapport aux performances de refroidissement. Alors tous les résultats de laboratoire que nous avons, sont disponibles sur notre site. Donc là, moi, je vous invite vraiment à aller voir sur le site de Testachat et le comparateur en ligne qui permet de voir tous les différents appareils et les résultats. Puisque, comme on est dans le cadre d'un projet européen qui est subsidié ici, normalement, vous devez être membre de Testachat, mais ici, c'est pas le cas. Donc si vous souhaitez voir tous les résultats de tous les appareils qui ont été testés, en tout cas des pompes à chaleur, eh bien, vous aurez accès en libre, voilà, vous aurez un libre accès à ces résultats sur notre site. Et alors, je parlais d'une campagne d'installation groupée, donc vous êtes très probablement tous inscrits sur, la plateforme du projet pour, assister à ce webinaire. Et donc, sur cette plateforme, vous avez aussi un accès à des offres, pour 3 appareils qui ont été sélectionnés parmi, les appareils qui ont été testés en laboratoire, et qui sont proposés du coup dans cette campagne d'installation groupée et vous pouvez, du coup vous sélectionner celui qui vous conviendrait le mieux et demander une offre qui sera personnalisée sur place par un installateur. Donc ça, c'est l'objet d'un autre webinaire où on aura d'ailleurs l'installateur qui a été sélectionné par Testachat qui viendra intervenir. Et donc on a 3 appareils, le meilleur du test et puis 2 autres appareils. Et donc vous découvrez à l'écran les différentes, caractéristiques, de ces appareils. Mais bon, je pense que c'est toujours mieux d'avoir finalement quelqu'un qui vous explique, comment ça se passe chez lui, plutôt que de parler chiffres et de parler offres standard. Et donc je vais inviter, monsieur Roger Van Parijs à me rejoindre. Bonjour Roger, bonsoir plutôt Roger. Bonsoir Philippe. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous rejoindre dans ce webinaire puisque, donc Roger a placé des pompes à chaleur, en tout cas une pompe à chaleur RR
qu'il a combiné à son chauffage central. Donc c'était une des solutions que je mentionnais comme étant vraiment intéressante, notamment dans le cadre de ce projet. Et alors moi, j'ai pas mal de questions que j'ai listées, que je vais afficher pour le suspense au fur et à mesure. Et donc je voulais savoir, pourquoi opter finalement pour, l'installation d'une pompe à chaleur air-air, alors qu'on a déjà finalement du chauffage central? Donc c'était quoi l'objectif? Ben, je dois être honnête, le premier objectif était de pouvoir quand même refroidir la maison. Euh, D'accord, donc avec l'âge, on supporte de moins en moins bien la forte chaleur. On a connu quand même quelques périodes de canicule ces dernières années. Et donc on voulait un système qui permet de refroidir la maison. Avant, on avait un climatiseur mobile, mais là, on n'était pas vraiment content du résultat ni du fonctionnement. En fait, ça fait beaucoup de bruit, etc. Et donc, on a voulu d'abord aller avoir un système qui permet de refroidir la maison, surtout le séjour et la chambre couchée. Mais dès le départ, on voulait aussi quand même être prêt pour l'avenir parce qu'on évoque depuis un certain temps la taxe carbone, etc. On veut taxer plus les énergies fossiles et donc on voulait opter pour un système qui serait prêt pour l'avenir du moment où l'électricité deviendrait moins chère et le gaz probablement alors plus cher. Opter donc pour un système qui est rentable de ce point de vue-là, quoi. d'accord. OK et donc avant vous aviez un système, mobile, donc ce sont les petits airs conditionnés où il y a effectivement un tuyau qu'il faut pouvoir placer, dans une fenêtre pour pouvoir évacuer la chaleur, c'est ça, hein? Oui, exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc ça ne donnait pas satisfaction alors? C'était pas évident de faire diminuer la température comme on voulait. Et en plus, il fallait faire fonctionner l'appareil en permanence, même pendant la nuit, et même en mode silencieux, ça faisait pas mal de bruit en fait. Donc finalement, on dormait quand même parce qu'on était fatigué, mais normalement, allez, ça fait trop de bruit pour être à l'aise en fait avec ce genre de système. D'accord, OK. Et alors, donc depuis quand est-ce que vous avez installé ça dans votre parce que vous êtes dans une maison, hein? C'est Oui, ça, hein? oui, c'est Oui. une maison mitoyenne et donc on a fait installer la pompe à chaleur en 2023. Donc on a connu plus ou moins deux hivers complets en fait entre-temps. D'accord. Et donc c'était ma question suivante effectivement, puisque là j'entends que l'impulsion première, c'était en tout cas d'avoir un confort, par rapport à la surchauffe et donc finalement est-ce que, comme, donc on abordait, le fait d'être prêt pour l'avenir et donc par rapport au chauffage, est-ce que vous l'avez finalement déjà utilisé pour du chauffage depuis que vous l'avez installé? Oui, en effet. Donc on l'utilise surtout en entrée de saison parce que le rendement est quand même le plus important à ces moments-là, quoi. Ou aussi pour donner un boost d'air chaud quand on a un ressenti de froid. Ça se passe de temps en temps quand la température intérieure est OK, mais on a quand même un ressenti de froid. Et donc alors on allume la pompe à chaleur pour donner un boost pendant un certain temps. Et ça fait vraiment, mais c'est une chaleur très agréable en fait. Ça souffle de l'air chaud, hein, donc on ressent tout de suite en fait l'impact de cette augmentation de température. Enfin, je garde un peu trace des consommations en gaz aussi pendant les différents hivers. Et donc, pour le premier hiver complet qu'on avait, donc l'hiver 2023-2024, on a quand même diminué la consommation en gaz de 28%. Donc, ça veut dire quand même D'accord, qu'on a utilisé pas mal la pompe à chaleur. Le dernier hiver, c'était moins 18%. Probablement, c'était un hiver plus sévère. Et donc, on a opté plus pour la chaudière à gaz. d'accord. Oui, donc c'est ce que j'avais mis aussi, donc vous l'utilisez plutôt en intersaison, Mhm. parce que du coup, j'imagine, c'est parce que le rendement est plus efficace et parce que, du coup, c'est rapide. Oui, c'est ça qu'on avait évoqué. Mhm. Donc c'est Mhm. vraiment rapide et c'est plus rapide d'enclencher le chauffage central? Oui, en effet. Donc, on ressent tout de suite, hein, dans les quelques minutes, on ressent déjà la chaleur, donc l'air chaud qui circule. Ça va vraiment très vite, quoi. J'imagine que ça dépend aussi de la puissance de l'appareil, hein, mais chez nous, en tout cas, on est très content de la rapidité avec laquelle on a un ressenti de chaleur quand même. Euh,
Au Et niveau alors, du coup, vous du... avez mis il y a une unité extérieure, et alors vous avez mis des unités intérieures, mais dans quelle Oui, pièce? on a une unité intérieure au séjour et puis aussi dans notre chambre à coucher. Oui, et Surtout donc, là aussi pour avoir quand même du froid en été, mais d'accord. aussi en hiver quand il fait vraiment froid, ça peut donner quand même un petit boost à un moment donné. Mais on chauffe pas pendant tout le temps, hein, en hiver dans la chambre. Donc là, on l'utilise plutôt à certains moments, quoi. Et alors, on avait abordé aussi le côté, nous, on avait reçu pas mal de questions sur, enfin, des inquiétudes plutôt sur le côté Mhm, bruit. Et donc là, comme on parle d'une installation dans une chambre avec un fonctionnement, du coup, j'imagine en continu pour garantir le refroidissement en été. mhm. Comment ça se passe? Mais honnêtement, c'est vraiment bien. Donc c'était surprenant parce que justement, avant, on avait un climatiseur mobile et donc on pensait qu'on aurait quand même le même genre de bruit. Bah, il n'en est rien, quoi. Donc vraiment, même en fonctionnement normal, ça fait du bruit, mais c'est tout à fait acceptable. Mais en mode silencieux, bah, on l'entend presque pas, quoi. Parfois, on oublierait même d'éteindre l'appareil parce qu'on on n'a plus le ressenti que ça fonctionne. Et même aussi pour le chauffage, à un certain moment, on l'entend plus. Pourtant, ça chauffe, on l'attend plus. Et donc, voilà, quand on va se coucher, on oublierait presque d'éteindre l'appareil. Donc, au niveau bruit, enfin, je trouve ça très rassurant, quoi. Donc, à ce niveau-là, on n'a aucune plainte à faire. On était même très surpris. Donc, on pensait que ça allait faire plus de bruit. Mais donc d'où l'importance, effectivement, probablement de regarder, outre les aspects un peu énergétiques qu'on a abordés ici, sélectionner la bonne technologie, voir l'étiquette énergétique, les performances de chauffage et de refroidissement. Aussi bien regarder les différents modes qui sont disponibles sur l'appareil et certainement des modes, silencieux ou des modes nuit alors j'imagine, puisque Mhm. vous, c'est un mode qui est intitulé comment? C'est un mode nuit? C'est un mode silence? Mode silence, oui. Mode silence et du Ouais. coup, on a vraiment une différence significative par rapport à un mode, on va dire normal? Oui, en effet, hein, quand même. Oui, oui, quand même. Ouais. Donc, il vaut mieux opter pour ce mode-là. Ouais. D'accord. En fonctionnement normal, on va l'entendre, hein. Donc, c'est pour les gens qui sont peut-être vite irrités par le bruit, ils vont peut-être être gênés, mais en mode silencieux, vraiment, on l'entend presque pas. Et alors au niveau moi j'avais une autre question sur l'installation parce que donc on a un webinaire qui est prévu, Hmm. si vous êtes intéressé par ça sur l'aspect installation et concrètement, ce que Mhm. ça représente. Mais du coup, tant qu'on a une personne qui l'a déjà fait, on va aborder ce point-là si c'est OK, de voir, Mhm. est-ce que c'est long, qu'est-ce qu'il faut vraiment, quels sont les points d'attention? Mhm. C'est quoi vos Ben, recommandations finalement pour quelqu'un qui songe à installer ce type d'appareil? c'est moins d'un jour, hein. Donc, les installateurs sont arrivés, je pense, vers 9 heures du matin, si je me rappelle bien, et je pense qu'ils sont déjà partis avant 16 heures, quoi. Donc, ça n'a D'accord, pas pris autant de temps. Donc, comme on a dit, on a une unité extérieure, deux unités intérieures. Je pense que le plus dur était de forer les trous, quoi, parce qu'il faut quand même forer des trous pour les canalisations. Et donc, comme c'était quand même des briques très, très dures, ça a pris un peu plus de temps qu'ils ne le pensaient. Mais bon, finalement, ça a pris moins quand même d'un jour, hein. Donc, ça va au total assez vite, quoi. d'accord. Et alors, oui, avant d'aborder justement, le quand date votre logement et si, il est isolé, pas du tout ou quand même bien isolé, par rapport à l'installation, moi je voulais revenir sur un dernier point parce qu'on a déjà eu des Mhm. questions, de nos abonnés par rapport à ça et donc peut-être du public qui nous regarde, aujourd'hui ou qui nous regardera en replay, hein, parce que cette session est Mhm. enregistrée donc, vous pourrez la revisionner si vous n'avez pas tout suivi ou pas tout noté. Hem, il y avait la fameuse, question des conduites. Quand on fore effectivement pour passer des conduites, parce qu'entre l'unité extérieure et les unités intérieures, il faut effectivement un raccordement de conduite et Mhm. donc ces conduites, elles peuvent passer en grande partie soit à l'extérieur, soit par l'intérieur du logement. Mhm. Mais donc ça, c'est quelque chose que vous aviez anticipé ou ça s'est un petit peu discuté sur place? Est-ce que vous aviez, déjà réfléchi à ça ou?
On a réfléchi à ça parce qu'on voulait quand même, comme on avait défini au départ les deux locaux à chauffer et à refroidir, et comme ces locaux se trouvaient plutôt à l'avant, donc on a bien réfléchi pour ne pas faire croiser en fait tous les locaux par ces canalisations. Donc on a quand même dû réfléchir. Maintenant, le jour même, on a quand même encore dû réfléchir par rapport aux endroits exacts où il fallait mettre les différentes canalisations. Il faut quand même tenir compte du fait qu'il faut aussi une évacuation de l'eau de condensation. Et donc, il faut évacuer vers quelque part, quoi. Donc, ça, il faut quand même garder en tête. Et en plus, les canalisations sont pas toujours très minces. J'ai l'impression que les installateurs ont plutôt tendance à utiliser des canalisations quand même assez costaudes. Donc, au niveau visuel, ça a quand même un impact. Donc, il faut quand même réfléchir à comment faire pour avoir quand même un résultat optimal. Oui, donc ça veut dire que c'est vraiment important de faire, un petit plan, à l'avance et de voir qu'est-ce qu'on Oui, accepte de faire tout à passer par fait. l'intérieur ou qu'est-ce qu'on accepte de faire passer par l'extérieur, sur une façade ou, Oui, ailleurs. tout à fait, tout à fait. Il vaut mieux Oui, élaborer un plan à l'avance pour bien se mettre d'accord sur comment faire pour éviter justement qu'il y ait encore des discussions le jour même. Je pense que c'est un d'accord. bon conseil à donner. Ben voilà, ça sera le conseil en tout cas, sur le point de l'installation qu'on abordera certainement dans le webinaire qui est dédié à l'installation, où on va discuter avec l'installateur, où je sais qu'il a prévu des photos pour montrer des choses, Heu, que ça soit concret vraiment, que les personnes puissent se rendre Mhm, compte, de ce à quoi ça ressemble. Et alors mhm. par rapport à votre logement justement, parce que moi je disais, que l'important c'est quand même d'isoler un minimum. Donc là, c'est une maison 2 façades, elle date de quelle année? Elle date de 72, 1972, donc ça fait déjà au-delà de 50 ans. Mais entre-temps, on a quand même fait quelques étapes pour isoler. Donc on a fait isoler le creux de mur avec plus ou moins 8 cm d'isolation. Et on a également nous-mêmes isolé le sol du grenier. Euh, D'accord, Malheureusement, on n'a pas pu isoler jusqu'ici le sol. On ne dispose pas d'un certificat PEB, mais il y a des outils en ligne en fait qui permettent plus ou moins de simuler en fait le score PEB qu'on aurait. Et normalement, on devrait quand même arriver à un score plutôt B, dans la classe B, d'accord. ce qui en soi, hein, d'après ce que je lis, devrait convenir en fait pour l'installation d'une pompe à chaleur. Le souci qu'on a chez nous, mais c'est très individuel, c'est que je pense qu'on a quand même un problème d'étanchéité à l'air. Donc, quand on a fait poser à l'époque les châssis, les nouveaux châssis, je- on pense que la pose ne s'est pas faite intégralement dans les règles de l'art. Donc, quand il y a beaucoup de vent, parfois on a quand même un ressenti euh, de courant d'air. Aussi parce qu'on a des stores, quoi, et donc on a des volets roulants qui font que, bon, c'est impossible d'étanchéifier à 100%. Donc, si je pense que si on faisait encore un effort supplémentaire à ce niveau-là, ce serait mieux, bien sûr. Mais en principe, avec ce qu'on a déjà fait, la maison devrait quand même convenir, surtout que c'est une maison mitoyenne, devrait convenir pour l'installation d'une pompe à chaleur. Mais certainement, on peut encore mieux faire, quoi. Et donc justement, ça c'est ma question suivante. Donc à terme, si on imagine que vous améliorez encore certains points, même si vous avez déjà quand même pas mal avancé Mhm. hein, sur ce qu'il y avait moyen de faire, est-ce que vous envisageriez, en ayant vécu le fonctionnement de ces dispositifs de pompe à chaleur, est-ce que vous pensez que ce serait, au niveau de votre ressenti, que ce serait envisageable de ne presque plus utiliser de chauffage central? Pour moi, ce serait envisageable. Il faut peut-être solutionner le problème des courants d'air et donc de l'étanchéité à l'air qui manque un peu. Mais sinon, ce serait faisable, bien sûr. Il y a aussi l'aspect financier qui joue, dans ce sens Oui, qu'il faut que ce soit financièrement rentable, quoi. Et donc, il faudra voir maintenant, hein, on annonce une taxe carbone sur le chauffage au gaz et au mazout. Donc, il faudra voir maintenant quel est l'ordre de grandeur et des différentes combustibles, en fait, hein. Si l'électricité devient moins chère par rapport au gaz ou par rapport au mazout, bah, pour nous, ce serait quand même un incitant financier substantiel, quoi. Et donc, dans ce cas-là, on ferait, parce qu'au niveau, donc, encore une fois, au niveau confort,
on a quand même l'impression que c'est une chaleur, mais il faut s'y habituer, hein. Donc c'est de l'air chaud qui est soufflé, c'est pas la chaleur rayonnante des radiateurs, donc il faut s'y habituer un tout petit peu. Mais à mon avis, ce serait bien possible de se chauffer avec ça. D'accord. Et alors, dernière question. Est-ce que vous êtes satisfait et est-ce que vous Hmm. recommanderiez cette technologie à quelqu'un d'autre en tout cas, ceux qui ont le même scénario que vous, Mhm. c'est-à-dire du chauffage central et une maison qui est en tout cas en cours d'isolation ou suffisamment isolée que pour Mhm. pouvoir placer une pompe à chaleur RR. Ben, je pense que mon témoignage est assez clair à ce niveau-là. D'accord. Donc, on est très content, hein. Donc, on ne regrette pas du tout. Et donc, oui, je recommanderais certainement la technologie, quoi. Il faut l'utiliser à bon escient. Donc, il faut voir un peu ce que l'avenir nous apportera au niveau justement, hein, au niveau du prix des différents combustibles. Mais on est prêt, quoi. On est prêt pour l'avenir. Donc, dès qu'on voit que, euh, comment dire, la situation changera, on pourra opter encore plus pour la pompe à chaleur ou pour se chauffer à la pompe à chaleur. Donc, on n'hésiterait pas. On n'hésiterait pas. Donc, il faut voir comment ça fonctionne, hein. Donc, oui, on recommanderait certainement la technologie. On est très content. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. En tout cas, maintenant, on va pouvoir passer, je vais pouvoir faire revenir Lisa avec nous pour la séance de questions-réponses. Donc voilà, je ne sais pas si du coup il n'y a toujours pas de questions. Philippe, il y en a, hein, mais je ne sais pas si tu vois les questions. Apparemment, non. Moi, Je je ne suis vois dans pas. le Q&A et je ne vois pas de questions à Ah, ce je le vois également stade-ci. maintenant. Ah, ah voilà, effectivement, j'ai Super. rafraîchi, excusez-nous, on a rafraîchi notre écran. Avoir des informations concernant les solutions hybrides, mais ce ne sera pas pour cette fois. Ah ben si, pour les solutions hybrides, effectivement, hein, on a soit le cas de Roger qui est exposé ici, donc c'est-à-dire on conserve un chauffage central et on va placer par exemple une pompe à chaleur RR dans les locaux qui sont les plus chauffés ou ceux qui ont besoin d'être refroidis. Et donc on peut utiliser les deux systèmes en même temps ou alternativement. Donc comme Roger l'expliquait, pardon, pendant l'intersaison, donc le printemps et l'automne, quand on est en général à des températures extérieures qui sont au-delà de 7-8 degrés, et puis en dessous de cette température, on utilise le chauffage central classique, ou alors on prend une solution hybride, c'est-à-dire une chaudière combinée avec gaz et petite pompe à chaleur RO. Et donc ça, cette solution combinée va réguler automatiquement l'enclenchement soit de la pompe à chaleur, soit de la chaudière classique en fonction de la chaleur qui est demandée et en fonction des conditions extérieures de température. Et alors ici, je suis propriétaire d'une maison divisée en 2 appartements qui sont loués par une agence immobilière. Chauffage 100% électrique, électricité payée par les locataires pour la consommation courante et le chauffage électrique. Je ne connais pas les consommations électriques des locataires, ni la répartition entre chauffage et consommation courante. Si j'installe une pompe à chaleur, je vais devoir augmenter les loyers pour récupérer mon investissement, mais il me faut une base de calcul pour compenser l'économie faite par mon locataire. Avez-vous des cas typiques? Ah ben, en tout cas, pas forcément en termes de relation propriétaire-locataire, mais quand on a du chauffage électrique direct, il faut se baser sur la consommation effectivement de l'occupant, hein, mais si on remplace par une pompe à chaleur RR, on peut s'attendre à avoir une division par 3 ou par 4 de la facture. Maintenant, je ne sais pas si c'est l'objectif, ça c'est une autre discussion, de facturer l'économie réalisée au locataire pour pouvoir rentabiliser l'investissement. Ça, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Heu, En tout cas, en tant que propriétaire, il y a un avantage, complémentaire à remplacer des chauffages électriques par une solution de pompe à chaleur. C'est, très certainement, l'étiquette PEB, hein, du logement parce que le chauffage électrique a un impact, extrême et vraiment très, très négatif sur le certificat PEB et donc comme ça a été le cas pendant la crise des prix de l'énergie,
où on a interdit l'indexation des loyers sur base de l'étiquette énergétique. Il y a fort à parier que ce type de système va probablement, en tout cas, être reproposé par les politiques. Ce n'est pas le cas pour l'instant, mais c'est une possibilité. Et on va avoir des impositions dans le futur pour tous les logements qui soient mis en location ou pas, ou certainement pour ceux qui sont mis en location, pour atteindre un niveau de performance énergétique voilà, plus important. Donc là, la répartition des frais, chez qui doit payer quoi, ça je ne saurais pas vous répondre. Mais en tout cas, la diminution de la consommation, c'est un facteur 3 à 4. Et le point positif, c'est la valeur immobilière et l'indexation des loyers et le certificat PEB qui sera drastiquement amélioré. Décibels de l'unité extérieure, quelle est la plus basse? Alors ça, c'est une bonne question. Donc je ne saurais pas vous répondre comme ça par cœur. Parce que je ne vais pas ouvrir maintenant là, tous les résultats de test. Mais en tout cas, on a pu constater que, les unités extérieures, il y avait des différences entre les différents modèles, et donc et le mode de fonctionnement aussi a un impact, hein, sur le niveau de décibels qui est émis par une unité extérieure. Et dans un autre webinaire qui concerne l'installation proprement dit de la pompe à chaleur avec le témoignage d'un installateur, on a aussi les bonnes pratiques et le cadre réglementaire qui est abordé dans ce webinaire-là. Et donc là, les conditions dans lesquelles on met une unité extérieure, indépendamment du bruit moyen qu'elle est censée produire, c'est surtout l'environnement immédiat qui est déterminant, hein. Donc le fait qu'elle soit mise contre une façade ou dans un angle entre deux murs, ou qu'il y ait beaucoup de surface de réverbération autour de cette unité extérieure, ça amplifie de façon très, très importante le bruit qui est émis, par, cette unité extérieure. Mais donc oui, en fonction du modèle, il y a, et des marques et des résultats de tests qu'on a en tout cas, on voit qu'il y a des différences, d'un appareil à l'autre. Alors, à partir de quel niveau PEB peut-on envisager l'installation d'une pompe à chaleur lorsqu'on est en chauffage électrique? Eh ben, vous n'avez pas besoin d'avoir un niveau PEB, vous pouvez directement installer une pompe à chaleur. Pourquoi? Parce que les logements qui sont équipés avec un système de chauffage électrique, donc c'est des logements qui datent d'environ, 30 ans, ou en tout cas le niveau de puissance que le chauffage électrique permet de fournir, peut être compensé par une pompe à chaleur. Donc on sait que ces logements sont suffisamment isolés que pour pouvoir être convertis directement avec une pompe à chaleur, notamment les pompes à chaleur RR qu'on a abordées, dans cette fin de séance. Alors l'unité extérieure doit-elle obligatoirement être à l'extérieur? Ou elle peut être dans une pièce fermée, garage propre? Hem, alors en général, ça brasse quand même des quantités d'air très importantes, les unités extérieures, et donc c'est toujours mieux de le mettre dans un espace éventuellement qui sera couvert, mais qui sera ouvert vers l'extérieur. Comme vous le mentionnez là, ces espaces sont en surchauffe en été, donc si vous voulez faire du refroidissement, ça va poser problème. Et même si en hiver, proportionnellement, il pourrait être plus chaud, donc peut-être s'il fait 5 degrés à l'extérieur, vous allez peut-être avoir du 10-12 degrés dans le garage. Avec, le fonctionnement en fait de l'unité extérieure, très rapidement, ce garage va se retrouver à une température qui va chuter drastiquement, et donc votre avantage va être, de courte durée. On va dire ça comme ça. Donc c'est toujours mieux de le mettre dans un espace peut-être semi-couvert, mais en tout cas ouvert vers l'extérieur. Alors les délais optimaux d'allumage-extinction. Alors ça, c'est la pompe à chaleur elle-même, hein, qui est calibrée, qui est réglée en fait pour pouvoir, fonctionner à un minimum de temps. Je ne connais pas les durées, minimales, mais c'est certain que, des cycles de 5 à 10 minutes, c'est largement insuffisant, hein, quand une pompe à chaleur s'enclenche en général. C'est vraiment pour des durées plus longues d'environ 30 minutes, 1 heure, et parfois bien plus, mais ça dépend du type de pompe à chaleur. RR étant beaucoup plus, moins sujet à ce type de problème. En tout cas, les durées peuvent être relativement plus courtes. Par exemple, du RO qui doit donc accumuler de la chaleur dans des ballons tampons, par exemple, bah, là, on va être sur des durées qui sont quand même nettement supérieures, à 1 heure. Mais je ne saurais pas vous dire dans le détail, parce que j'avoue que chaque produit est différent et j'ai pas cette connaissance, suffisamment fine. Il faudrait que je me renseigne. Mais c'est une très bonne question.
Alors effectivement, on a 2 tuyaux pour les tuyaux. Donc là, une question sur, les pompes à chaleur RR. Les tuyaux qui sont dans la maison sont apparents. Ouais, oui, donc c'est vrai qu'après a priori, nous on a tendance à vouloir mettre, un coffrage pour les cacher, ou les installateurs proposent des goulottes en plastique qui sont par défaut blanches, donc à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est pas toujours très joli. Les diamètres concernés, donc là, ça dépend de nouveau de l'installateur et ça dépend du produit, hein. Et ça dépend si les tuyaux sont à l'extérieur ou à l'intérieur, parce qu'à l'extérieur, ils doivent être isolés et à l'intérieur, c'est pas forcément le cas. Donc là, je ne saurais pas vous dire, les diamètres qui sont pris en compte, mais par contre, dans le webinaire sur les installations, on va aborder ce point-là. Avec un système hybride, est-ce qu'on fonctionne toujours avec un système de thermostat et de vanne thermostatique connectée? Alors, ça, c'est une très bonne question aussi, assez technique. Heu, comme vous régulez votre température avec du thermostat ou vos vannes, vous allez demander en fait de la chaleur à votre chaudière. Et donc si c'est une chaudière hybride, après c'est dans la chaudière que le choix d'enclencher la pompe à chaleur ou la chaudière va se faire normalement. Mais c'est une bonne question parce que je pense qu'en fonction du système et de chaudières des chaudières hybrides qui sont disponibles, vous allez devoir, du coup fonctionner avec un système de commande ou de thermostat qui sera dédié à cet appareil-là, pour pouvoir justement éventuellement récupérer les températures des différentes pièces et la rapidité avec laquelle ces pièces sont réchauffées, pour que la chaudière puisse choisir: est-ce que j'utilise la chaudière parce que c'est trop long pour atteindre la température demandée, ou est-ce que je peux continuer à utiliser la pompe à chaleur par exemple en intersaison? Pour que l'appareil puisse faire le bilan entre le système le plus performant, mais que vous ayez quand même un niveau de confort. Donc enfin, à mon avis, vous pourrez continuer à fonctionner avec un thermostat, et les vannes connectées, là, il faudra voir si c'est compatible avec le thermostat qui sera fourni avec la chaudière hybride. Installation RR pour une maison de 250 mètres carrés. Alors là, il y a du potentiel là. J'espère qu'elle est bien isolée d'abord. Combien de radiateurs ou appareils muraux à l'intérieur doit-on disposer si l'unité extérieure donc se trouve à l'extérieur? Oui, donc si vous avez une grande habitation, il y a des possibilités que vous ayez à placer plusieurs unités extérieures, hein. Parce qu'il faut qu'elles aient une puissance suffisante que pour pouvoir approvisionner une maison de cette taille-là. Le nombre d'appareils intérieurs va dépendre du volume à chauffer, et donc ça dépend pas seulement du nombre de pièces, mais ça dépend surtout du volume. Et donc ça, c'est l'installateur qui, quand il se rendra dans votre habitation, va pouvoir vous dire: «Voilà, on va pouvoir mettre pour un très grand séjour, par exemple, seulement 2 appareils intérieurs ou 3 appareils», pour pouvoir être certain de 1 fournir la quantité de chaleur suffisante, mais aussi pouvoir la diffuser de façon suffisamment homogène dans la pièce qui est à chauffer. Donc ça, je ne saurais pas vous répondre comme ça. Je pense que c'est des choses qu'on pourra aborder, peut-être pas dans le webinaire installateur, mais si vous faites une demande via la plateforme pour les installations groupées, quand l'installateur se rendra chez vous, à ce moment-là, il pourra, clarifier cette situation et ce qui est nécessaire de faire. En même temps, l'avantage avec une pompe à chaleur RR, si votre logement est suffisamment isolé, c'est que vous pouvez toujours commencer par, équiper les pièces principales et éventuellement un hall, qui donne dans les chambres à un étage, par exemple, et voir à terme si vous devez effectivement équiper toutes les pièces. Parce qu'il y a des habitations qui sont pas équipées, toutes les pièces ne sont pas équipées, de radiateurs, hein. Dans des bâtiments qui sont chauffés avec des accumulateurs, par exemple, on a souvent un accumulateur dans le séjour, et puis dans les chambres, on a des petits radiateurs qui sont directs et qui sont souvent, en fait, très rarement utilisés. Donc dans l'optique où on convertirait ce genre d'appartement avec une pompe à chaleur RR, on n'ira pas en fait mettre des unités dans les chambres, on mettra uniquement une unité suffisamment puissante dans le séjour et c'est tout. Donc là, ça serait à voir avec l'installateur. On a fait toutes les questions, Philippe, je pense, pour l'instant. Bon, bah, il y avait beaucoup de questions, hein. C'est bien finalement. Heureusement qu'on a fait un Ah, refresh, on a failli louper toutes les oui, questions. on a une nouvelle question. Ai-je bien vu que vos tests ont été faits sur des modèles de pompes à chaleur intérieur-extérieur de 2,5 kWh? Oui, alors ça, c'est tout à fait exact. Donc ça, le but, ça a été de prendre, un type de pompe à chaleur qui peut se placer, qui peut donc chauffer ou refroidir une ou 2 pièces,
et de les comparer entre eux. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce type d'appareil-là. Pour pouvoir les comparer suffisamment entre eux, parce que si on avait dû choisir différents niveaux de puissance, on aurait eu en fait des nombres d'appareils testés, aussi pour des raisons de budget, qui auraient été plus faibles, et donc on aurait eu plus de mal à voir si effectivement les appareils entre eux présentaient des performances différentes et qu'est-ce qui les différenciait les uns des autres. Et comme au final on voulait pouvoir proposer une campagne d'installation collective avec les meilleurs appareils, c'était important pour nous d'avoir une liste qui était suffisamment grande. Encore une question. Bonsoir, j'ai un loft. Tout est ouvert, mis à part la salle de bain et la buanderie, de 140 mètres carrés avec 3 mètres de hauteur sous plafond. Un cubage assez important. Recommanderiez-vous une pompe à chaleur RR ou RO? Actuellement, c'est du chauffage à mazout vieillissant, pas de panneaux solaires, PEB B. Et donc une question sur la consommation électrique serait-elle abordable? Ça dépend de la consommation actuelle, ça dépend du niveau d'isolation actuel. Et oui, effectivement, quand on a des grands volumes, ça c'est aussi ce sera aussi le défi pour l'installateur de pouvoir voir s'il est possible de placer suffisamment d'unités intérieures que pour pouvoir chauffer le volume. Après, le désavantage, c'est que là, on va vraiment diffuser la chaleur avec de l'air chaud, et donc on va devoir chauffer un volume d'air très très important. Et donc pour amener une sensation de confort, il va falloir faire fonctionner de façon intensive des pompes à chaleur air-air. Maintenant, si le bâtiment est suffisamment isolé, ça peut avoir du sens, hein, parce que placer du RO, ça veut dire qu'il faut placer tout un circuit. Ah non, parce qu'il y a du mazout, donc il y a déjà un circuit. Après, il faut voir si le circuit actuel est composé de radiateurs ou de chauffage par le sol, ou les deux. Parce que alors là, ça pourrait avoir du sens de mettre une pompe à chaleur RO. Maintenant, le défi du RO, c'est que l'investissement est nettement plus cher que du RR, hein. On a aussi un webinaire qu'on va avoir le 24 juin sur l'aspect des rentabilités. Parce qu'une pompe à chaleur RR, telle que les offres qu'on propose dans ce projet-ci sur la plateforme, on oscille entre environ 3 500 € et 2 300 € si ma mémoire est bonne, pour pouvoir chauffer une ou deux pièces. Et donc là, quand on est dans du RO, on va très rapidement être à du 11 000, 12 000 €, hein. Même si on peut se raccorder à un circuit de diffusion de chaleur qui est existant. Donc on n'est pas du tout dans le même niveau de budget. Donc là, je pense que ça serait à voir et faire venir des installateurs pour avoir différents devis RO et différents devis RR. Et donc de voir avec eux également en fonction de la typicité du logement, si effectivement ce serait envisageable, et ça serait surtout confortable, parce que c'est plutôt ça l'aspect aussi qu'il faut voir. Et donc du coup de voir en fonction des consommations actuelles de mazout aussi, hein. Parce que même si on a un logement performant, s'il est immense et qu'on se retrouve avec 1000 litres de mazout par an, c'est sûr que si on veut passer à la pompe à chaleur, ça va être quand même, ça va représenter une consommation électrique qui est comme le facteur de 3 à 5 d'augmentation de prix. Donc l'électricité est 3 à 5 fois plus chère que le mazout. C'est sûr qu'il faut être sûr que la pompe à chaleur fonctionne à ce niveau de performance ou au-delà, au moment où on l'utilise, pour pouvoir avoir une économie sur la facture qui soit quand même tangible. Même si c'est pas forcément le but de rentabiliser le système, sachant que s'il faut quand même changer l'ancienne chaudière, il faudra la changer quand même. Donc c'est la situation, ça sera remettre une chaudière au mazout ou mettre une pompe à chaleur. Je propose qu'on clôture ici, même si je vois, et je suis très très content et je vous remercie beaucoup vraiment d'avoir été attentif, d'avoir été rapide à partager toutes vos questions qui sont par ailleurs très intéressantes. Et donc celles auxquelles on n'a pas pu répondre maintenant, on y répondra en dessous du replay disponible sur notre chaîne YouTube et sur le site du projet également. Et donc nos prochains webinaires, je les ai déjà mentionnés, on a installé une pompe à chaleur, le point avec un installateur. Donc tous ces webinaires sont disponibles sur la plateforme sur laquelle vous vous êtes déjà inscrit. Donc peut-être vous êtes déjà inscrit à ces webinaires. On en a un autre sur la rentabilité des pompes à chaleur.
On va parler justement de ces aspects financiers, l'investissement, la consommation, les différences de prix des énergies, les primes aussi, puisqu'il existe des primes encore pour certains de ces systèmes. On a aussi un webinaire en septembre pour l'amélioration de votre logement pour pouvoir passer à la pompe à chaleur. Parce qu'on a beaucoup de personnes, on le suppose, qui vont malheureusement assister à ces webinaires et se rendre compte que leur logement est loin d'être prêt. Mais donc il y a des solutions par rapport à ça. Et alors on a déjà un webinaire qui est disponible en replay. C'est «Votre logement est-il prêt pour la pompe à chaleur?» et là on vous donnait là en tout cas les clés en main avec des informations déjà disponibles pour pouvoir déterminer vous-même si vous êtes très proche d'une situation qui est, adéquate pour placer une pompe à chaleur ou pas. Et donc pour, retrouver toutes ces informations, les webinaires, l'accès, à la campagne d'installation groupée de pompes à chaleur RR, je vous remets donc l'adresse de la plateforme et je tiens encore vraiment beaucoup à vous remercier de votre participation et comme je le disais, ce webinaire sera très prochainement disponible sur notre site et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et également remercier en tout cas Lisa et Roger pour leur participation ce soir et à très bientôt. Merci Philippe, à bientôt. Bonne Bientôt. soirée. Bonne soirée.